C'est parti. Ah, d'accord. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme prévu, voici une critique à chaud, une analyse à chaud et en direct. Et on va tenter quelque chose d'incroyable sous vos yeux. Un format long, plus ou moins long. Je sais pas combien on arrivera, peut-être 20 minutes. Un petit débat, peut-être. Voilà, on ne sait pas. Tout à fait. Une critique plus poussée. Tout à fait. Alors, je pensais faire la chose en 3 parties. Ah. Un petit avis rapide, comme d'hab, pour dire on a aimé, on n'a pas aimé. Donc là, le petit micro. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a ce petit pied-là. Tout à fait. Voilà. Donc un petit avis rapide, puis un avis en profondeur, et puis à la fin, 3e partie où on se lâche, et on fait les ramifications avec contre Tom Cruise. On fait les ramifications avec les autres épisodes, puisqu'il y en a pas mal. Oui. Et puis on fait également les ramifications avec peut-être d'autres franchises, puisque j'ai vu beaucoup de choses dans ce film. Mon cher Jo, on est d'accord. J'ai des choses, et en plus... Alors, c'est toi qui vas les dire en premier. Et à mon avis, je commence par ça. Donc, ramification de Jason Bourne et James Bond. Pour la 3e partie, voilà, j'ai annoncé le programme. Dis ce que t'as à dire et après on commence. Non, je regarde ça pour la dernière partie, sur la ramification de James Bond. Tu as vu des trucs? Non, mais j'ai même pas vu. Je pense qu'il y a une citation claire et nette, un hommage. Ah, peut-être. Et pour une fois, c'est moi qui le dis. Ça va être beau. Bah, clairement. Mais gros programme suspense, ce soir. Je tease. Attention, il faudra attendre un petit peu. Ça vaut le coup de rester réveillé ce soir. Tout à fait. Bonjour à ceux qui nous regardent. Alors, donc, ton avis, mon cher Joao. Ah, tu veux que je commence? D'accord. Ouais, je pensais te laisser le très bien. Non, parce que je commence toujours. Alors, c'est vrai. Alors, je commence. Alors, allons-y. Donc, première partie, sans révélation, sans spoil, avis bref et concis, autant qu'on le peut. Donc, première chose, comme d'habitude, Tom Cruise est omniscient, omnipotent, tout ce que vous voulez. Moi, ça a tendance personnellement à me gaver un peu. Et dans celui-là, plus que dans d'autres, un peu comme dans celui d'avant. D'ailleurs, l'épisode d'avant, c'est le même réalisateur. Il est un peu en solo. De temps en temps, l'équipe apparaît. Bon, soit. J'en dis pas plus pour pas de révélation. C'est dans la droite lignée du volet précédent, comme on peut le voir dans la bande-annonce. Tout ce que vous avez dans la bande-annonce vous annonce en gros le film, donc il n'y a pas mensonge sur la marchandise. Donc on sait déjà un peu tout. Suite, quoi. Voilà. Ça c'est un peu embêtant. C'est ça. Ce qui m'embête un peu, c'est que on sait un peu tout, on s'attend à tout personnellement. Voilà, si on a vu d'autres films de ce genre. Donc en termes de scénario, en fait c'est un scénario assez léger et qui étoffe en mettant un maximum d'action. Souvent quand on a un scénario un peu pauvre, on met beaucoup d'action. Donc souvent qu'il y a beaucoup trop d'action dans un film, il faut se demander comment est le scénario, et on se rend compte que là il est faussement compliqué, mais qu'en fait il est très simple. C'est une histoire d'échange d'un homme contre du plutonium. En gros, ça se résume à ça. Ça, j'apprécie pas trop. Donc scénario, mauvais point. Jeu d'acteur, mauvais point aussi, assez moyen. En gros, tout est entre le médiocre et le très moyen, sauf 2-3 petits moments, 2-3 scènes. La scène au jardin des Tuileries, je dis pas plus loin, et puisqu'on ne dit pas de révélation, le final a des parties intéressantes. Donc globalement un peu mieux que le dernier, je dirais, parce que on pousse le bouchon dans des séquences parfois dignes de série B des années fin des années 80, début des années 90. Le cinéma hollywoodien qui pour moi, désolé pour ceux qui disent que le cinéma est tout aussi mauvais, tout aussi bon de nos jours, comme le très bon Fossoyeur, mais moi je ne trouve pas. Je trouve que Hollywood a du mal à se réinventer, en tout cas sur, on va dire, 80% des films. Voilà. Ok, alors à mon tour. Tout à fait. Voilà. Eh ben, je ne suis pas du tout d'accord avec mon ami. Superbe, c'est ce qu'on cherchait ce soir. Voilà. Non, je suis pas du tout d'accord. Je vais dire une phrase que je dis très, très peu souvent dans mes critiques et avec mes compères. Je trouve que c'est un bon divertissement. Effectivement, c'est un bon divertissement avec un Tom Cruise qui, du haut de ses 56 ans, est quand même en forme. Il donne de sa personne. Ouh là là, il y va le Tommy. Il est omniscient peut-être, mais il est là. C'est-à-dire qu'il est pas omniscient, mais un peu comme un Roger Moore, tu vois, chauve, et on lui rabat ses petites. Là, il a 56 ans, mais il donne de sa personne. Hein. Et dans les bagarres et dans les trucs, même si, bon, on va pas spoiler. Mais c'est qu'il y a une scène que j'ai adorée qui se passe dans des toilettes. Une bonne scène d'action. On la voit beaucoup dans la bande-annonce. Ouais, donc, mais on sait pas comment elle se termine. Et c'est comment elle se termine qui est rigolo. On s'y attend pas finalement. Oui, bon, le scénario, c'est un scénario de pareil, pas
voilà, il cherche à nouveau la patte de lapin et enfin c'est nouveau et tout le monde court après le plutonium comme dans Ant-Man, comme dans Han Solo, comme dans tout le monde cherche un truc. Tu sais ce que c'est? Un MacGuffin, comme dirait notre ami Durandal. Un MacGuffin. Voilà. Enfin, notre ami Hitchcock, puisque c'est lui qui l'a popularisé. C'est un MacGuffin. Voilà. Et pour moi, c'est un polar. Non, mais cette fois-ci, c'en est vraiment. C'est un polar. Bon. Pour le coup, tous ces films, Bond, Bourne, tout ça, au fond, c'est des polars aussi. Voilà. Et les scènes d'action sont très bien menées. Je ne suis pas d'accord sur le jeu d'acteur. Moi, je m'attendais à ce que Tom Cruise joue Tom Cruise. Enfin, en tout cas, Ethan Hunt. Et il le fait bien. C'est vrai qu'après les autres, bon, on s'en fout un petit peu. Ring Rames n'a jamais été bon, donc ça, il est là, il est gros, voilà. Bon, voilà. Et Simon Pegg c'est dommage, il est un peu sous-employé parce que j'aime bien cet acteur. Mais non, j'ai passé un excellent moment et c'est vrai qu'il y a eu, je ne spoil rien, mais je dis qu'il y a évidemment, on se doute qu'il y a une fin qui va toute berzingue avec du suspense à mort. Et moi, j'avoue que nous étions avec un mini compère qu'on a rencontré déjà dans une mini séance des compères déjà. Dans Avengers Infinity War. Et là, on a été tous les deux scotchés sur nos fauteuils. On était parce qu'il y a une triple scène d'action qui est montée en simultané comme ça et qui est haletante, grand guignolesque, mais haletante. Donc moi j'ai passé un bon moment. Oui, mais on va en reparler. Voilà. Donc bon moment quand même. T'as pas trouvé ça ridicule à ce moment, vraiment too much, nimp. T'as pas trouvé d'incohérence, toi, Monsieur Détail? Attends, mais des incohérences, si. Parce que c'est moult, je veux dire. Il y a quelques incohérences. Ah ouais, d'espace, pas plus et pas moins que dans Ant-Man. Tu vois. Ah si, beaucoup plus que dans Ant-Man. Ah bon? Ah ouais. Ah, mais là on peut rien dire parce que là on est en direct et là on peut pas spoiler parce que si quelqu'un débarque, on peut pas. Ah ben alors. Voilà, c'est ça le truc. Même si on prévient, on va prévenir graduellement. De toute façon, s'ils viennent au milieu et qu'on est en train de spoiler, ils comprendront pas ce qu'on est en train de spoiler, donc il y a pas de problème. Donc attention, partie 2 avec révélation, on va en profondeur. Alors première chose, une chose que j'aime beaucoup dans les films, c'est la musique. Ouais. Eh oui, ce n'est pas là, t'étais servi. Parce que du coup, tu m'avais dit, avant la représentation, tu m'as dit, mais il y a jamais le thème. Alors là, le thème, on l'a eu, décliné sur 4000 trucs différents. Non seulement le thème principal, mais en plus tous les thèmes de la série, c'est-à-dire les seconds thèmes. Ça, c'est autre chose. Et à un moment, on a eu sur un bateau comme ça, et derrière, il y a, il y a ce thème qui a dans tous la série des Missions Impossibles, lorsqu'ils préparent leur petit coup, là, leur petite préparation. Et ça, j'ai kiffé, parce que j'adore ce thème. J'aime presque autant que le thème principal. Ah ouais? Ouais. Ah. C'était aussi un thème de Lalo Schifrin? Ouais. Il y a eu énormément de thèmes de Lalo Schifrin dans ce James Bond. C'est incroyable. Tu vois? Mais on va y venir, mais c'est pour après. C'est pour tout cas, pour ce Mission Impossible. Et, voilà. Eh ben, je trouve que la musique était inégale. Alors, le compositeur, j'ai vu son nom au générique, mais c'est pas quelqu'un que je connais. J'ai pas réussi à retenir. Lorne Balfe, un truc comme ça. Un nom un peu, qui sonnait peut-être scandinave, je ne sais pas. Je trouvais inégal, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où c'est de la musique comme on l'entend dans tous les films d'action, mais que ce soit des Avengers, que ce soit des peut-être moins Bourne qui est un peu John Powell un peu plus subtil, mais les gros actionners comme on disait à une époque, on dit plus cette expression maintenant, mais même dans Skyscraper que j'ai vu il y a longtemps, il y a des moments c'est le même niveau que genre de musique qui fait boum, boum, avec des ultra basses parce que ça il y a un effet physique, ils l'ont compris donc. Sauf que je pense qu'il marche plus cet effet physique puisque tous les corps sont habitués à ces ultra basses. Et voilà. Et il y a des moments, par contre, je te rejoins, il y a une petite note de piano aussi qui a un thème original, qui est pas mal. Alors, qui parfois est un peu déplacé dans certaines scènes. C'est pour ça que les musiques, il y a à boire, à manger. Ouais, mais il y a des bons, ouais, mais de temps en temps. Il y a des bons moments. Il y a le moment où il y a un moment attention, je répète toujours avant de dire un truc, je dis spoil. Attention. Révélation. Il y a un moment un convoi qui se fait arrêter par le méchant et on voit la scène et sans aucun son, juste avec une musique très mélancolique. Oui, ça c'était pas mal. Ça c'est bien. Il y a eu des tentatives artistiques. C'est pour ça qu'il est mieux que le précédent. Voilà, tout à fait. Et ça me donne une superbe transition pour parler donc des tentatives artistiques qui sont des bons moments du film, j'ai trouvé. Par exemple, il y a des moments où déjà au tout début, attention spoil, il y a ce qu'on pourrait appeler un pseudo flashback, puisque Ethan Hunt en fait se voit dans un
possible rétro-futur, je sais pas comment appeler ça, c'est assez bizarre comme scène. En fait, il rêve, tout simplement. C'est un rêve. Mais par contre, ce dont il rêve, c'est vraiment quelque chose qui aurait pu arriver dans le passé, mais il en rêve encore dans un futur probable. Donc c'est pas mal, parce que c'est les sentiments qu'on a quand on fait des rêves. On fait des rêves souvent comme ça, c'est-à-dire on a quelqu'un qu'on n'aime pas avec quelqu'un qu'on aime, on est dans un endroit un peu inconnu, là, il est près d'une montagne. Donc je trouvais que ça c'était bien, c'était juste, plus juste que dans certains films qui parlent de rêve, genre Inception. Et bim. Je trouve que juste cette minute-là, d'un coup, on se dit ah ouais. On comprend tout de suite que c'est un rêve, que c'est un flashback. Et pour Inception, je quitte immédiatement cette vidéo et je vous dis à bientôt. Non mais c'est ça qui était intéressant, c'est que moi ce qui m'intéresse beaucoup souvent, c'est dans un film d'action comme ça. Parfois en une scène où ils se sont dit bon on tente un truc et on a l'impression que les gars sont pas trop sûrs, mais ils disent allez on le tente quand même, que le studio a laissé passer. Et ben on se dit bah c'est plus réussi que parfois des films. Bon, Inception, c'est un peu pour te faire réagir, même si c'est un des films de Nolan que j'aime le moins. Que moi que j'aime le plus. Voilà, on aurait dû voir Inception ensemble. Et donc, ça, c'est très intéressant. Et comme tu l'as dit avant, il y a cette scène qui est dans la réalité où on met juste un son, il y a plus de bruitage, ça arrive une ou deux fois, mais il y a une fois où c'est assez long et insistant. Et là, ça crée une tension. Malaise. Et ça, c'est une technique simple. Oui. Et ça, j'aime beaucoup quand on a déjà vu. Voilà. Ah oui, mais c'est, mais ils auraient pu faire cinéma parlant. Ils auraient pu faire comme pareil. Ils auraient pu faire, mais ils auraient pu faire, comme d'habitude, comme tu disais, la grosse musique. Mais ils le font. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui m'a frustré. C'est-à-dire, c'est mieux que celui d'avant qui ne faisait que ça, qui empilait les plans, les scènes d'action, comme fait celui-là, au final. Donc c'est vraiment balourd comme réalisation, comme montage. On est là, ok, on empile avec le scénario qui est un fil rouge au final. Donc le scénario, comme je le disais, c'est un échange. On demande à Ethan Hunt au final avec enfin il y a toute une histoire qui est au final, si on la démonte, je vais pas la démonter parce que ça va prendre des heures là, mais de très tarabiscoté pour finalement un truc très simple. Il doit choper un mec qu'on connaît déjà, qui est le méchant l'épisode d'avant, pour faire un échange pour avoir du plutonium qui arrive d'on ne sait où comme d'habitude. Dans Mission Impossible, depuis au moins le 5, peut-être même le 4 qui était pourtant très bien. Les gens ont de l'argent, on sait pas pourquoi, ils en ont plus, tout tombe du ciel, le plutonium, il y en a partout. Je me fais l'avocat du diable. Bon, non, mais c'est James Bond, c'est exactement la même chose. Non, pas du tout. Alors justement, on y viendra en troisième partie. Les méchants ont de l'argent, mais à profusion, comme d'habitude, ils ont des centaines de milliers d'hommes de main. Ah oui, non, tu veux dire le spectre, ce genre de choses. Oui, non, les autres sont souvent expliqués. Et moi, ce que j'aime bien là, ce que je préfère même à Mission Impossible des fois que James Bond. C'est que du coup, je m'en vais aussi, tout le monde, il y aura plus personne. J'ai le t-shirt sacré pour me prémunir de ces genres de choses. Voilà. C'est que moi, ce que j'aime bien, c'est que je commence, et ce qui a été, moi, à mon sens, complètement loupé dans le 5, et qui marche dans le 3, dans le 4 et dans le 6, si vous arrivez à suivre, c'est que, on commence, c'est un peu la même équipe, et on commence à les retrouver, où sa femme, il y a aussi une histoire avec sa femme, spoil, on retrouve sa femme. Révélation, on le redit pour ceux qui arrivent en cours. On retrouve sa femme, et on la retrouve depuis le 3, depuis qu'elle a été enlevée, et puis du coup, c'est des gens qu'on commence à connaître, et ça fait comme dans une série, et pareil, comme ça, on s'y attache, et c'est bien qu'il soit pas toujours tout seul, parce qu'on parle d'omniscience, excuse-moi, mais alors si on parle des Jason Bourne ou les James Bond, l'omniscience, elle est tout le temps. C'est-à-dire que mais c'est inclus dans le projet. Tous les plans. Ok. Non, mais je vais revenir à ça. Est une équipe, je sais. Mission Impossible, c'est une équipe. Mais là, c'est une équipe, parce qu'on les voit, chaque épisode, en plus, ils gardent les mêmes, et ça, c'est ouais, mais ils ont mis du temps à venir, dans celui-là. Ils mettent du temps à revenir. Parce que le film dure quand même 2h30. Ils s'octroient 1 heure tout seul, bien tranquillement, avec Henry Cavill. Pourquoi? Voilà. Exactement. Parce que on va faire la connaissance d'un nouveau personnage. Ouais. Bon, alors ça, c'est un truc qui m'a bien fait rire aussi. Voilà. C'est Tom Cruise, pour montrer qu'il est le plus fort du monde. Je suis sûr que c'est lui qui a décidé ça. Comme méchant du film, et là, révélation, mais en même temps, dans la bande-annonce, c'est très clair, j'ai trouvé. Et le méchant, c'est Henry Cavill qui est Superman. Donc Tom Cruise est plus fort que Superman. Non, ce n'est pas tiré par les cheveux. Je le soupçonne, notre ami scientologue, d'aller jusque-là dans ses délires mégalomaniaques. Mais bon, après c'est très drôle de le voir se battre parce qu'il est tout petit, il se bat contre, parce que lui il a quoi, 1m72 max, et encore, alors que Henry Cavill, lui j'en suis sûr, il a 1m89. Et il a, à mon avis, 92 kilos de muscles, super mal, au minimum. Et lui, entre deux films, il perd pas, lorsqu'il va mal. Ouais. Non, mais parce que, contrairement à d'autres, Matt Damon, il perd entre les films. Non, il perd pas. Enfin, il gagne du poids. Oui, je veux dire, il perd du muscle, il gagne de la graisse.
Chris Pratt, pareil, etc. Parce que c'est sur une morphologie. Lui, je pense qu'il a une morphologie, un morphotype au départ de naissance où il prend du muscle. Alors quand on dit qu'on fait une analyse poussée, on va faire une analyse poussée sur les muscles de... Non, mais ça c'est intéressant pour l'image qu'il dégage et l'image que ça renvoie du coup de Tom Cruise qui a quand même ses 56 piges. Ouais. Donc, mais bon, je suis allé loin un peu dans le côté pervers narcissique de notre ami Tom Cruise. Mais en tout cas, c'est assez marrant parce que ça peut pas être un hasard que ce soit conscient ou inconscient. C'est le mec qui joue Superman, qui joue un méchant. Donc bon, en tout cas, c'est assez drôle de penser à ça. Moi, je pense qu'il a pris ça un peu. On croise les films. Moi, je crois pas à cette théorie. Pourquoi pas mais du complot Supermano mégalomaniaque. Scientologue. Bah, eux aussi, ils ont le droit d'avoir des complots. Il y a pas que. Par contre, est-ce qu'il prend pas un acteur exprès un peu moins bon que lui pour briller? Ça peut-être plus. T'es plus pervers que moi finalement. Parce que il est pas bon. Il est pas super bon. Non, il est un peu meilleur. La personne qui était avec nous à ma droite a dit je trouve mieux que d'habitude. Il est mieux que d'habitude parce que moi je n'aime pas quand il fait Superman, quand il fait son mec gentil. Tout à fait. Je trouve qu'il est meilleur là dans le premier petit film il joue un mec un peu bas du front, un peu pour cacher un peu. Et là il joue exactement comme Superman. Ouais. Il fait même le comme ça. Attendez, je vous le fais Henry Cavill. Il fait comme ça, il fait. Et après ça c'est pas fini. Il réfléchit, la personne se casse et donc il fait. Genre, je réfléchis, et là je réfléchis sur la personne qui est sortie de l'écran. Ouh. Donc moi je l'ai préféré là que dans... Mais après, deuxième partie du film, ça change. Et il y a un ok, j'admets que tu as raison que les... Attention, méga spoil. Alors attention. Spoil. On y va. Je trouve qu'il est bon, meilleur en méchant qu'en gentil. Il est, il a jamais été méchant, pardon, celui-là en même temps, donc c'est dur à dire, mais là, oui. C'est-à-dire que Man from Uncle, le plus comparable, c'est Man from Uncle, donc les agents secrets aussi tirent d'une série, n'est-ce pas? Donc ça, c'est comparable. Donc ça nous amène tout doucement vers la troisième partie où on va y aller à fond sur les comparaisons, sur la saga et tout. C'est vrai que dans Man from Uncle, il était monolithique. Mais sa grande chance, c'est que Armie Hammer était encore pire que lui. Et du coup, il paraissait bon. Horrible, parce que... Donc c'était la même technique que tu m'as dit, que tu as dit par rapport à Tom Cruise, par rapport à Cavill. Mais là, c'était mais il a pas fait exprès, parce que c'est un gentil garçon. C'était Cavill par rapport à Hammer. Donc bon, voilà. Ils ne sont pas là pour leur qualité de jeu en général. Pour continuer sur les acteurs, on retrouve donc celle qui joue Ilsa. Voilà, je sais plus comment elle s'appelle. Rebecca Ferguson. Qui elle, bon, j'avais dit qu'elle avait un nez de Pinocchio dans l'épisode d'avant. J'étais un peu méchant. Elle est bien. Elle fait le taf. Mais ils font tous le taf. Toi, t'es dit, non, c'est moyen. Non, c'est pas ça. C'est comment c'est orchestré que ça devient assez médiocre. C'est-à-dire que Simon Pegg, on n'en profite jamais. Qui pourrait être pas mal. Mais oui, mais c'est dommage. On ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps. Il y a des, alors je vais revenir sur une chose. Alors l'humour. Il y a des poursuites. Il y a une double poursuite au milieu du film, à Paris. Oui. Pour moi, attention, je pèse mes mots, parfaitement inutile. C'est-à-dire que, pourquoi faire une poursuite après une autre alors que c'était si facile de la faire en même temps, vu qu'ils font ça à la fin du film et 2h25, non mais, il faut arrêter là, ce film. D'autant plus que dans la deuxième partie de la poursuite à Paris. Inutile. Ouais. D'un coup, alors, il y a une première poursuite avec, on va être d'accord là-dessus quand même. Plein de policiers qui poursuivent Tom Cruise, qui poursuivent les méchants, qui poursuivent une espionne, qui poursuivent, ça c'est pas mal. C'est haletant, c'est pas bien fait. Et après, il y a une deuxième poursuite, et là, il y a plus de flics. Par contre, là, il y a deux trucs qui roulent à toute berzingue dans Paris, mais il y a ça, c'est une des incohérences. Plus aucune estafette ou voiture de flic, estafette. Tout à fait. Le mot des années 60. Superbe. Un genre de van, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, il y a plus, ils sont tranquillement en train de se poursuivre comme des malades. Je dis, mais ça, c'est une des nombreuses incohérences. Et tout le film, je vais pas toutes les faire, mais tout le film, en gros, fait ce que j'aime pas trop dans les montages, c'est-à-dire, il colle des bouts. Et il fait, en fait, c'est des petites séquences et on les colle. Donc, au bout d'un moment, ça n'a pas de rythme, c'est juste pour impressionner. Mais ça marche. Eh ben, moi, je trouve qu'à un moment, ça marche pas. Je trouve ça impressionnant parce qu'il y a pas beaucoup de CGI. Et ça casse vraiment de la bagnole. Ah oui, mais non, mais alors, à ce moment-là, il y a plein de films qui sont géniaux parce qu'il n'y a pas de CGI. Ah oui. Bah, c'est sûr. Voilà. Le dernier Romer, il y avait aucun CGI, par exemple. Le dernier Romer. Oui, non, mais, je parle des films d'action. Les films d'action, à ce moment-là, Mad Max Fury Road est super. Tous les James Bond, c'est génial, sauf Mort un autre jour. Il y en a.
Un petit peu, mais il y a beaucoup de trucs qui ont été faits en vrai. Voilà aussi. Et Jason Bourne, c'est super aussi parce que. Mais là, moi j'aime bien moi quand ça. Et puis quand ça cogne, ça cogne. Alors justement, pour finir sur cette petite partie, je t'ai entendu dire que tu avais beaucoup aimé et ça nous ferait une belle transition pour la troisième. Tu avais beaucoup aimé cette scène de baston dans les toilettes. Moi, on peut le dire, puisqu'on est en pleine révélation. Qui se passe dans des toilettes du Grand Palais à Paris. Ouais. Et là, je ne sais pas s'ils sont comme ça d'ailleurs. Il y a une belle baston. Voilà. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils se font rétamer dans un baston. Donc alors qu'ils sont 1 contre 2. Ouais. Alors dans la dernière partie, je vous dirai où ils ont pris cette idée parce que c'est un film qui prend partout et c'est très embêtant quand on connaît le cinéma d'action. Soyez patients et patientes. Et donc voilà, et puis à la fin, il y a un final grand guignonesque avec des hélicoptères. Mais ça en est pas mal. Mais ça l'est tellement. Oui, que c'est pas mal. Que ça en devient foufou. C'est totalement assumé. C'est dommage que ce soit pas assumé dans le reste du film. Ouais. Et c'est pour ça qu'il est scindé en deux et que moi je dis non. Qui est entrecoupé de scènes de bagarre, enfin. Ouais. Et ça, le montage. Là, il y a trois choses. Il y a trois choses. Les 15 dernières minutes. Ouais. Elles sont vraiment haletantes. Il y a un triple montage parallèle. Triple suspense. Enfin, un montage parallèle. Montage pour sauver un des personnages, montage pour découper, pour désamorcer des bombes. Tout à fait. Et montage pour récupérer un détonateur dans un hélicoptère. En sachant que pour l'hélicoptère est en vol, hein. C'est ça. Voilà. Et que pour le récupérer, Ethan Hunt est dans un autre hélicoptère en vol et qui loupe son coup on vous laisse la suite. Mais c'est pas très intéressant à raconter, il faut le voir. Faut le voir. Parce que, mais voilà. Mais alors là, la fin, moi, j'étais à fond. Moi, j'étais semi à fond parce que le côté grand guignolesque, c'est quand même beaucoup trop, donc je me marrais à moitié. Mais, les prouesses techniques sont assez folles, mais j'étais partagé, donc c'est pour ça que je dis que c'est très moyen à médiocre parce que à chaque fois il y a un truc où tu te dis attends là c'est vraiment trop n'importe quoi, et puis en plus du n'importe quoi de la scène, après on peut accepter, on se dit c'est un film d'action, c'est qu'en plus on se dit mais attends pourquoi il fait ça là maintenant, pourquoi pas, enfin il y a trop de questions où les mecs ils sortent de nulle part, on les enchaîne, donc on est prié de croire que tout le monde connaît tout le monde et les planques de tout le monde et complice de tout le monde et tout le monde est plus malin que tout le monde en permanence. Bon, ça devient un peu n'importe quoi. Mais non, c'est Scooby-Doo. C'est la maladie Mission Impossible depuis le premier, avec les masques, etc. Ce qui était géré de manière, c'est les années 60, 70, et puis elle a duré 20 ans, moi, cette série. À la fin, Jane Phelps, il a les cheveux tout blancs et tout. Ouais, il y a une deuxième série. Et voilà, il y a que ça s'appelle Mission Impossible 20 ans après, donc elle a bien duré 20 ans. Et là, c'était, voilà. Et dès le début, Tom Cruise et consorts ont fait un choix fort, c'est-à-dire Jim Phelps était le méchant, donc ça c'est spoil pour le premier, désolé, et Ethan Hunt prend la relève, mais il devient un pur héros d'action, un actionneur comme on disait à une époque, qui a précédé même Jason Bourne d'un poil. Et non, pas en tant qu'actionneur, pas vraiment, parce que le premier c'est pas un actionneur. Oh, la scène sur le TGV et tout. Oui, à la fin, la scène sur le TGV. Ah ouais, et pas que. On peut se tromper. Après c'était du De Palma. On peut tromper une fois. Voilà, c'est ça. Donc, troisième partie, avec ta scène préférée, donc la baston dans les toilettes, qui fait penser à trois films irrémédiablement. Moi 2. Vas-y, alors commence pour la 2. Non, déjà. C'est l'introduction du James Bond. Il m'énerve. L'introduction du James Bond, pour moi un des meilleurs James Bond, si c'est pas le meilleur, Casino Royale. Tout à fait. Et où il doit tuer donc une personne, pour avoir son 007 et donc son première victime. Son 0, voilà. Son 0, pardon. Ouais. Et lui c'est le 7, bon voilà. Et donc là il tue quelqu'un, il y a une bagarre aussi, mais très violente, en noir et blanc. Et qui est encore plus réaliste, parce que là il y a un peu de kung-fu, de machin, un peu de tout dans Mission Impossible. Mais ça m'a fait penser à cette scène-là. C'est ça. Voilà. Merci. Premier film. Deuxième film. James Bond avait repris un peu cette scène d'un autre film de 2003 qui est The Bourne Supremacy, donc le Jason Bourne numéro 3, où il y a une scène de baston dans un espace confiné entre les toilettes et une salle de bain, c'est ça. À Tanger. Ouais. Voilà, Tanger, qui est, à ça. Voilà, où ils sont d'abord sur les toits, et la scène sur les toits est reprise d'un autre James Bond de 87, Tu n'es pas joué. Donc on peut jouer à ce jeu-là très longtemps. Parce que on voit que, non mais ça c'est un truc dont je tiens à parler. Je tiens à parler parce que, contrairement à ce que dit mon cher compère, non mais,
ça serait intéressant de le faire. Je ne vois pas James Bond partout, c'est-à-dire que les gens qui font les films d'action, souvent, ont vu James Bond et reprennent beaucoup d'idées. Et attention, là, je vous en ai balancé pas mal, parce qu'il y en a pas mal dans ce film-là. Mais lui-même, à un moment, quand ils sont un peu à bout de souffle, ils sont pas débiles, ils se disent, on va aussi voir, notamment les Jason Bourne. C'est le plus flagrant, mais Jason Bourne lui-même avait repris le crash cutting des années 60. Peut-être, mais c'est vrai que la série des James Bond a eu un second souffle après Jason Bourne. Tout à fait. Alors que la série des Missions Impossibles, par contre, elle fait comme ça. Ouais. Donc c'est assez marrant de voir les trajectoires de ces trois franchises qui sont toujours comparées. Mission Impossible, c'est pas la même chose que Mission Impossible a trouvé son style Mission Impossible. C'est-à-dire que maintenant on sent que les films vont être formatés un peu comme ça depuis le numéro 3. C'est la même histoire. C'est ça. Depuis le 3, 4, 5, 6. Un avait rien à voir avec le reste. Les deux de Palma. Le 2, John Woo s'est raté comme il s'est raté souvent avec quand il fait des films en Occident. Sauf Volte-Face. Et après tu as raison. Ouais, et encore je l'ai revu, faut pas trop les revoir, c'est le problème. Ouais. Donc voilà, donc t'as raison, formatage à partir du 3, à peu près. Voilà, c'est ça. Ouais. À partir de J.J. Abrams. À partir de J.J. Abrams, qui est très bon pour formater, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Et alors, pour moi, la plus grande référence à James Bond, et je pense que c'est même pas une référence ni un piquage, c'est carrément un hommage, et c'est assumé. C'est quand, à un moment, ils font déplacer une voiture avec une commande. Bien sûr, merci. Avec une tablette. Parce que ça ne sert à rien d'autre. Non seulement, ça sert à rien d'autre. Ouais, donc non seulement, raison. C'est sûr. Ouais. Parce que c'est la même type de tablette. Et attention, c'est la même marque de voiture. Et c'est presque la même voiture. C'est la même série. C'est une BMW série 7. Non, je crois que justement, c'est peut-être une 5. Mais là, on pinaille. En tout cas, c'est une berline BMW commandée à distance. C'est Demain ne meurt jamais, 97. Voilà, donc ça, c'est sûr. D'ailleurs, une des meilleures scènes de tous les James Bond où il s'autoconduit. Enfin, c'est bon. Et donc ça, voilà, c'est un hommage. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Pour une fois, c'est toi qui le dis. Parce que moi, je suis pas sûr, mais en tout cas, le parallèle est évident. Le parallèle est évident. Plein d'émois qu'il y en a pas. C'est-à-dire que James Bond a été sponsor BMW 3 films. Ouais. Et là, au moins depuis le film d'avant, peut-être même celui encore avant, je me souviens plus. En tout cas, depuis le Rogue Nation, c'est du BMW partout. Ouais. Et ça, on arrive à un autre problème du film, qui est le même que dans celui d'avant. Je sais pas combien de millions ont mis BMW, mais du coup, ils ont dû mettre dans le contrat, et les mecs, on veut nous voir à l'écran. Oui. Et du coup, non, mais du coup, les méchants ont la même BMW. C'était ridicule, c'est que James Bond avait à un moment un contrat avec Ford, et du coup, il se retrouve dans une Ford Focus, James Bond. C'est dans, c'est quoi? Non, une Ford Mondeo, c'est dans Casino Royale. Ouais, donc c'est ridicule. Ouais. Mais c'était parce que, à l'époque, Aston Martin était passé un peu sous Ford et tout. C'est un peu plus compliqué. Mais oui, mais non, c'était pas ridicule. C'est un agent secret de terrain qui a une voiture un peu comme tout le monde. Ah oui, pourquoi il fait pas ça le reste de tout? Ils le font dans d'autres James Bond. Non. Je ferai un dossier un jour. Ils le font normalement. Il a une vieille Audi dans Tu n'es pas joué. C'est une tapette. Ouais, mais il adore en fait. Il aime bien. On aime bien se chercher. Donc, tout ça, c'est pas coupé, c'est ça qui est génial. Ah oui, c'est vrai. Donc il faut c'est pas les compères, c'est ça. On est en direct. C'est ça. Non, et donc effectivement, ça a le même effet que ça a eu dans James Bond, notamment, celui auquel tu as fait référence, auquel le film fait référence, où on avait droit à la série 7, mais on avait droit aussi à la moto, je crois que c'est la série L, bon voilà, où il est sur les toits au Vietnam, etc. Là, pareil, et dans ce Mission Impossible, et dans Mission avant. Une très belle vieille BM. Un moment. Oui, alors celui-là, ce Mission Impossible là, encore pire que celui d'avant, c'est-à-dire que BMW a mis ses anciennes séries, a mis sa nouvelle série, donc je dirais que c'est une série 5, a mis sa moto, donc en fait on multiplie les poursuites, on a l'impression que c'est BMW qui a dit multiplier les poursuites. Ça m'a beaucoup gêné, parce que comme on disait avant, je me suis dit pourquoi il y a tant de poursuites, et quand j'ai remarqué que c'était BM, sauf la moto de Ilsa qui est une TX, je ne sais quoi, une Tiger, je ne sais quoi, marque que je connais pas. Ouais, mais il y en a pas beaucoup. Sinon, t'as remarqué Renault. C'est quand même bizarre que le méchant roule dans la même voiture que celle qu'avait Ethan Hunt au début, alors que les mecs se connaissaient pas. Donc là, tu te dis, non mais, donc il y a ce côté un peu trop publicitaire qui est de nos jours quasiment inévitable dans ce genre de film, mais là qui est poussé à un extrême. J'avoue que c'était un peu lourd. Là, pour reprendre le James Bond, ça sera jamais autant poussé à l'extrême que le James Bond. Jamais. Surtout ceux des années 80. Ceux de Pierce Brosnan. Ouais, c'est carrément. Mais le mec, il peut pas faire un geste sans qu'on voit pas une marque, quoi. Mais non, pardon, pas les Pierce Brosnan, t'as raison. Ceux de Roger Moore. Moonraker notamment, c'est hallucinant. Mais même Casino Royale. Non, en fait, non. Il prend l'autoradio, c'est un Alpine. Il prend un truc, attention, c'est un, mais ça, c'est l'autoradio. Ouais, je sais bien. Oh, mais votre montre, c'est quoi? C'est une, ils en parlent carrément dans le truc, tu vois. Mais ils en parlent dans plein de films. C'est. Non, mais ça, je te promets que c'est une fausse impression. C'est parce que,
quand il y a eu le nouveau James Bond, on aime bien taper sur James Bond aussi souvent, et on a voulu dire, il fait beaucoup de pubs. Et derrière, il y a eu une étude vachement intéressante, où on remarquait que dans les autres films, on avait autant, sinon plus, de la même époque, et que comme je viens de te dire... Parce que moi j'ai fait ce truc-là, parce que je veux pas raconter ma vie, mais je suis allé dans les écoles pour dire attention, dans les films, il y a des messages publicitaires. Et j'ai fait un montage moi-même de plein de James Bond Ah bah ça t'en as trouvé forcément. En gros, sur 2 heures de James Bond, il y a 3/4 d'heure de pub placée, donc je peux t'en parler. Mais c'est vrai que dans tous les films, j'en ai fait aussi, je me souviens de le jour où la Terre s'arrêta, il s'arrête comme par hasard sur un parking, et on voit le truc McDo qui apparaît sur le pare-brise. Ça c'est abusé. Donc voilà. Mais ça c'est vraiment abusé parce que et dans ce film-là, mis à part les BM, il y a pas un moment, il y a pas non, pour une fois que lorsqu'il allume un ordinateur, quand il ouvre son laptop, on voit pas, tu sais, Asus. Si. Non. En tout cas, c'est pas Angela Bassett, elle a un joli Mac, hein. Et on voit bien la pomme. Même les tablettes, elles sont comme ça. C'est pas, oui, les tablettes, non, pas les tablettes. C'est pas ostentatoire. C'est pas ostentatoire, mais on le voit. Si tu dis que c'est ostentatoire, tu es mauvaise foi. Non, l'Apple, il est ostentatoire. Angela Bassett, dès qu'elle a son ordinateur, elle est filmée de face, donc l'ordinateur est pas dans les films parce que c'est beaucoup plus classe. Non, mais c'est vrai. Quand tu ouvres un laptop, c'est en train d'en perdre de vitesse, ils vont vite changer. Alors, voilà. Et ensuite, pour les autres, parce qu'il y a d'autres petits films qui sont rappelés. Donc, cette scène dans les toilettes, donc ça rappelle, on a dit Jason Bourne et James Bond Casino Royale, et ça rappelle aussi, puisqu'ils se battent à 1 contre 2, et ils ont du mal. Ils ont trouvé ça alors, dans plusieurs films chinois, mais notamment très récemment, comme tout le monde, ils ont vu les 2 cartons du cinéma indonésien, The Raid. Et dans The Raid 1, le film est connu pour cette baston à 1 contre 2. Je ne savais pas. Et oui, et donc voilà. Et j'aime pas le cinéma. et donc on voit bien, mais ça c'est un sujet vraiment intéressant, c'est il y a beaucoup de ces films hollywoodiens où je trouve qu'ils ne se renouvellent pas, tout simplement parce qu'ils font du remix. C'était déjà le cas avec d'autres Missions Impossibles, par exemple. Ils font un remix de tout ce qu'ils ont vu. Donc il y a des scouts, des mecs qui regardent tous les films, qui disent il y a ça c'est cool. Et c'est ce qu'ils font depuis longtemps, mais là, comme le cinéma est très mondialisé, on est dans un monde mondialisé. Depuis les années 50. Ouais, ils le font, sauf qu'à l'époque, ça se voyait moins, parce qu'on voyait pas tous les cinémas chinois, etc. De nos jours, les générations, ah oui, tout à fait, c'est Samouraï. Mais à l'époque, les 7 samouraïs, c'était inconnu, puisque c'est un très bon exemple. Il s'est fait connaître par Rashomon après, à Cannes, notre ami Kurosawa. Bon, maintenant qu'il y a la mondialisation, Internet, le téléchargement, tout ce que vous voulez, on a des films du monde entier, même chez nous, même ne serait-ce qu'à Strasbourg, dans une ville, 8e ville de France, donc c'est pas non plus à Paris, je vous raconte même pas, et vous avez tout. Bon, faut se déplacer, mais vous avez tout. Et donc, maintenant, on peut plus se faire prendre. Donc, on se dit The Raid, ça c'était James Bond, ça c'était le truc, et parfois après ils mélangent soit les 3 trucs, soit ils s'embêtent même pas. C'est la même chose. À moi ils s'accrochent aussi à l'ascenseur Ethan Hunt. Mais c'est Skyfall. Oui. Sauf que moi j'ai pas vu dans d'autres films, peut-être quelques films chinois un peu foufou de kung-fu, j'ai pas vu dans les films d'action, on va dire du monde occidental, d'autres scènes où il y avait ça. Donc là, James Bond a été plus original. Il a réussi, comme Jason Bourne avait dépoussiéré le film d'action. Moi, mon problème avec Mission Impossible, c'est que tous les Missions Impossibles que j'ai vues, à part Protocol Fantôme, qui a réussi à être original avec la tempête de sable et compagnie, ils ne font que recycler tout le temps. Ils collent les scènes d'action. Il y a 2-3 scènes de discussion entre les personnages, notamment entre Ilsa et Ethan, qui est vachement bien aux Tuileries. Et on se dit, mais pourquoi vous faites pas plus de pauses? Parce que ça renforce l'action quand on fait des pauses pour connaître les personnages. Parce que là, on les connaît pas assez. On s'en fout. Ils peuvent tous mourir. Je m'en fous. Les pauses, c'était pas à part cette scène-là, peut-être c'était pas les meilleurs moments. Non, c'était pas bien. Voilà. C'est pour ça que ils font pas de pause, hein, parce que la pause avec Ring Rain, c'est l'ex-femme, enfin la femme. C'est un peu fleur Julia, bleue, ouais. Alors voilà. Il fait ça parce qu'il vous aime. La fin, Ilsa et Wing Williams aussi. Même à un moment il dit, c'est ça. J'ai vu une fois amoureux. Ouais, c'est ça. Celui-là a un gros problème, et ça c'est médiocre, et je n'en peux plus. Il y a trop de pathos à l'américaine. Et genre à la fin c'est comme tout à la gloire de Ethan Hunt et donc de Tom Cruise, de dire, il faut des gens pour sauver le monde, c'est-à-dire des bons petits moutons du système, ce qu'on a beaucoup reproché à James Bond, et pas à Jason Bourne, parce que lui, de toute façon, mais en fait, James Bond, il ne fait que se rebeller. Donc tout ce qu'on dit de Ethan Hunt dans ce film, c'est en fait l'attitude qu'a James Bond, sauf qu'il a ce côté flegmatique, anglais, etc. Et donc les images sont inversées. Et ça, c'est vachement intéressant. Mais bon, parce que là, Cavill, il fait toute une tirade en disant, ouais, c'est un rebelle et tout et tout. Pas du tout. Ouais. C'est pas du tout un rebelle. Pour moi, Ethan Hunt. Non.
Ah bah voilà. Mais on veut nous le faire croire que c'est un rebelle. Mais non, ils vont si, tout le fait croire qu'il veut pas être rebelle, mais qu'on l'oblige. Non, mais ça c'est parce qu'on est avec lui. Ouais. Mais Henry Cavill, il dit à Angela Bassett, il va craquer, machin, etc. C'est-à-dire que on veut toujours les faire croire, et même dans les autres films, parfois il fait genre, je vais faire à ma sauce, mais finalement il va pas très loin, quoi. Il ne démissionne pas, il part pas en vendetta personnelle véritablement. Tous ces trucs-là qu'ont fait James Bond et Jason Bourne. James Bond, il l'a fait une fois en 20 Mais pas du tout, il le fait dans plusieurs films. Mais bien sûr que non, il le fait dans Goldfinger, il le fait dans Non, justement, c'est ça la différence entre les deux. C'est ça la différence entre les deux, et c'est pour ça que Mission Impossible sera toujours en dessous des deux autres franchises. C'est que ça fait semblant. Alors moi, je vais dire un truc. Moi, Mission Impossible, que ce soit le 3, 4, 5, 6, sauf le 5, que vraiment, j'ai pas pourquoi, j'ai pas rentré du tout dans les personnages. C'est-à-dire que j'ai eu aucune, j'ai passé un moment, tu sais, comme ça, plat, j'étais pas dedans, tu vois, pour moi, il y a largement plein de James Bond qui sont beaucoup moins bons que les Missions Impossibles, qui sont mauvais. Non, mais c'est pas ce que je te dis. Enemy City sera toujours au-dessus, t'as dit. Non, en termes de franchise. En termes de franchise, en termes d'inspiration. James Bond, sur 23 films, comment est-ce qu'ils sont véritablement cinématographiquement bons? La moitié. La moitié facile. Non, sans problème. Un tiers. Déjà, on est pas très loin vu qu'il y a 24 films. Tous les Roger Moore, à deux exceptions près, déjà. À part l'espion qui m'aimait, peut-être. Bon. Non, l'espion qui m'aimait. Il est bien. Octopussy qui est pas mal. Même si là déjà le pauvre, il était déjà. Oui, mais le scénario est très complexe, vraiment complexe. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas parce qu'ils ont pas compris le scénario. T'as dit les deux, voilà. Rien que pour vos yeux. Bon, non, il y a rien pour vos yeux, voilà. Et dangereusement vous là. Non, mais ça non. Les autres. C'est pareil, excuse-moi, mais même les Sean Connery. Je sais que maintenant, attention, tous les gens de c'est le meilleur, c'est le vrai James Bond. Non. Dr. No, ça se pissait dessus, tellement que c'est ridicule. C'était une série B. Oui, mais c'est pas, non, mais attends, tu peux pas comparer ça. Mission Impossible, c'est une série comme une grosse franchise directe avec des moyens de Palma, Tom Cruise, Jean Reno, compagnie. À l'époque, Sean Connery, c'était personne. Donc, c'est incomparable au début. Faut comparer les mêmes époques. Donc, 96 à maintenant, et du coup, James Bond, 95 à maintenant. Donc, tu peux que comparer Pierce Brosnan et Craig à Tom Cruise dans Mission Impossible. Parce que Craig, donc, tu vois, parce que sinon, ça ferait un mauvais procès. Je suis désolé. Son deuxième film, il est incompréhensible. Ouais, mais bien meilleur que la plupart des Missions Impossibles. Et pareil, et fausse intrigue compliquée. C'est d'une banalité. Non. Alors, l'intrigue n'est pas compliquée. Non, ils font pas faussement compliqué. Ils se vengent, c'est tout. Mais sinon, la plupart des Craig sont meilleurs que les Missions Impossibles, et les Brosnan aussi, même les plus extravagants. Non, Brosnan, moi, je trouve ça pas bon. Mais j'ai eu Meurt un autre jour. On a dit c'est foufou. Le film que je viens de voir, Mission Impossible 6, c'est tout aussi foufou. La scène des hélicoptères qui roulent dans tous les sens. Excusez-moi, je préfère une voiture invisible. Et c'est mieux fait. Si, c'est mieux fait. Qu'est-ce qui est mieux fait? Là, les effets spéciaux. Oui, parce qu'on est en 2018 aussi, non, mais bien sûr. Non, mais Pierce Brosnan, là, moi, Die Another Day. J'ai beaucoup aimé, mais à partir du moment là avec où il surfe. Oui, non, ça non. Mais là. Non, mais il y a des pourtant là on en a vu du improbable. C'est mieux. Non, mais que cette scène-là, mais que globalement pas forcément. Non, parce que là c'est tout le temps too much. Et puis il y a un autre problème de fond qui n'arrive pas même dans les pires James Bond ou les pires Jason Bourne, tout ce que tu veux. C'est l'incohérence des actions des gens et par rapport aux causes-conséquences. Exemple flagrant. On lui demande de récupérer Solomon Lane et on lui demande dans ce plan de tuer tout le monde. Donc alors très bien aussi, on a un flash forward, non pas un flashback, ça existe, où on le voit faire. On en parlait tout à l'heure. On sait tout de suite que c'est ça, et c'est assumé, donc pas de problème. Oui. Mais le truc, c'est qu'on se dit, donc il va trouver une solution. C'est pour nous dire, il va trouver une solution. Donc on se dit, cool. Et moi j'étais là à me dire, quelle va être la solution? Il trouve une solution qui est de foncer dans le camion et ensuite, en roulant, la porte de son camion s'ouvre. Alors quand on roule vite d'un coup, les portes de camion s'ouvrent, c'est bien normal. Et tout le monde et les 20 commandos qui sont tombent comme des crêpes, ne se relèvent pas du tout et se font arrêter comme ça par la police française alors que c'est des mecs d'élite. Ça c'est n'importe quoi et incohérent parce qu'en plus derrière on se dit mais attends, Ethan Hunt, les conséquences parce qu'il joue un personnage, il fait semblant être un méchant. Ils étaient obligés de faire ça. Non, mais sa couverture va être complètement découverte. Donc le mec, il a toujours des couvertures de 20 secondes dans les films. C'est du grand nimp, c'est tout le temps comme ça. Et ça, moi je peux pas parce que c'est juste impossible. Tu peux pas toujours. Et en plus tout le film il dit I'll figure it out. Donc les mecs ont des plans super élaborés
ou au moment ils vont dans une planque. Dans la planque attend le ministre. Il y a Ilsa aussi qui sort après, on sait pas d'où. Alors soit elle est tombée là par hasard, c'est nimp. Soit elle attendait cachée dans l'ombre, parce que finalement ils travaillent ensemble. Mais c'est jamais dit, donc c'est jamais suggéré, c'est jamais dit. Donc tout est implicite, on ne sait pas. Mais non, mais on ne sait pas. Toi qui dis l'inverse, oui, mais toi il faut qu'on te prenne par la main quand même. Tu dis qu'il faut pas te prendre par la main. Non. Et là il faut te prendre par la main. C'est pas vrai. Il y a les deux extrêmes. Me prendre par la main, c'est non. Mais ne me donner aucun indice et me dire oh bah c'est comme ça. Et ben c'est la même chose, c'est les deux extrêmes qui se rejoignent. Ça, j'en peux plus. Et Mission Impossible, c'est les champions pour ça. Et là, on peut aussi parler d'un problème et qu'on retrouve aussi dans James Bond. Ouais. C'est que maintenant, les gens qui sont haut placés, les ministres des pays anglais ou américains, ils vont ça c'est vrai. Ils vont sur le terrain. Et ça c'est vraiment un peu un problème. Dans Spectre M qui va sur le terrain, moi perso. Et là le ministre. Et pourtant, on a compris. Il y va et puis il risque sa vie et tout. Oui, il fait plus que la risquer. Zone spoil, il la perd. Un peu comme M la perd dans Skyfall. Donc. Bon, alors la mort de M dans Skyfall, c'était un peu beau, c'était un peu mélodramatique sans être trop pathos, justement. C'était symbolique. C'était très symbolique, la mère, le fils, etc., l'église. En plus, c'est ces deux fils qui se battaient l'un l'autre, Abel et Cain. Et puis, non, parce que là, mais c'est pour ça. Donc, il fallait bien. Non, mais du coup, là encore une fois, Sky James Bond et un peu Jason Bond, mais surtout James Bond, je vais pas rentrer en détail, il y aura des vidéos là-dessus un jour. Il va loin dans les symboliques, dans les différentes symboliques. Là où il est subtil, par exemple dans Skyfall, il a une symbolique sur Ulysse, parce qu'elle lit un poème de Tennyson qui s'appelle Ulysse, mais c'est pas dit, il faut connaître le poème. Si vous le connaissez pas, c'est pas grave. Si vous le connaissez, vous dites, petite comparaison avec Ulysse et James Bond. Mais c'est vraiment subtil. Là, au début du film, là aussi, je pense pas qu'ils aient fait exprès, hein. Là, c'est moi qui vais chercher loin exprès, mais on avait dit qu'on se lâchait. Ethan Hunt reçoit sa mission dans le livre qui est l'Odyssée de Homère, qui est l'histoire d'Ulysse. Sauf que la différence entre les deux franchises est là dans ces deux exemples. Mission Impossible, c'est regarder dans ta tête et je te colle et je te mets de la grosse musique qui fait boum. James Bond, on cite un poème, on met un peu d'art, on met un peu de trucs fleuris et après, quand il y a une scène d'action ultra brutale, du coup, ça fait un effet de choc. On se dit ah ben d'accord, je suis revenu dans le monde des espions sans pitié. Et après, on roule dans une belle Aston Martin d'années 60 pour perdre le méchant dans la belle Écosse et là, il regarde la brume et tout. Il y a ces moments de répit qui, quand la grosse action arrive, ça explose et du coup, moi, ça me fait un choc, ça. En plus, la scène d'action dans le shot, parce qu'elle est géniale, elle est incroyable, elle est bizarre. Elle est un peu MacGyver, mais bon. Ouais, elle est un peu bizarre. Ça y est, maintenant il va critiquer tous les James Bond juste pour me contredire. Voilà. Donc oui, moi, c'est Mission Impossible au final, pour finir. C'est un peu un mix-max. Un mix-max. C'est-à-dire, c'est comme celui d'avant, c'est un milkshake, goût, Jason Bourneau bondien. Et du coup, il a peu de personnalité, même s'il a, et ça c'est pour les bons points, il a 2-3 scènes d'action nimp, mais alors moi, je trouve que grosse efficacité. Il y en a certaines qui sont mal filmées. Hein. Le dernier combat entre la fille et Solomon Lane est très mal filmé, alors que celle dans la toilette est bien filmée. Et ça, j'ai pas compris. Donc voilà, c'est aussi ça qui me dérange. C'est-à-dire, c'est incohérent même dans le traitement technique. Peut-être parce qu'elle sait moins bien se battre, j'en sais rien. Mais du coup, on se dit pourquoi cette scène est brouillonne, alors que cette première scène était on les voit voler dans des miroirs. Enfin, c'est dingue cette scène que tu adores dans les toilettes. Et la scène finale. Moi, j'ai pas trouvé qu'elle était mal filmée, non. Mais je sais pas pourquoi tu dis ça. Mais on comprend pas à quel moment elle le chope, les machins. Moi, j'ai tout compris. À la mauvaise foi. Ah non, moi j'ai tout compris. C'est la mauvaise foi. J'ai tout compris. Mais il arrive pas là. T'es trop vieux. C'est trop vieux. Bien sûr. La scène des hélicoptères qui est quand même folle et assez claire. Mais la scène de combat, je suis désolé, c'est. On ne sait pas. Autre chose? Un dernier mot? Non. Donc moi je dis que oui, pour conclusion, je dis que si les gens ont aimé les Missions Impossibles 3, 4, peut-être 5, mais c'est allez-y. Ah oui. Allez-y. Ah oui. Ça sera un excellent moment, un bon divertissement, un bon moment de. Tu aimes l'eau? Il y aura bientôt plus dans 20. Dans 20, 30 ans. Ouais, bon. Alors, une petite aparté, nous avons vu une bande-annonce d'un film avec Jean-Claude Van Damme à la fin de... Lucas, qui s'appelle Lucas, au début, avant le Mission Impossible. Avec un K. Avec un K, il y a un S à la fin. Et L-U-K-A-S. Tout à fait. Et donc, on attendait ça avec impatience. Ou pas. Oh, je pense que pourquoi pas? Pour Jean-Claude. Pour l'eau, pour le
Voilà, pour le miracle. Exactement. Voilà, et ben c'est une petite tentative pour nous dire ce que vous pensez, puisqu'on est à plus de 200 fans. Je vous remercie tous d'ailleurs. Ouais. Est-ce qu'un format en direct aussi long ça vous tente, comme ça vous pouvez venir dans repartir, le décor voilà, des compères. C'est une petite tentative. Bon, après c'est pas toujours faisable. Là on s'est dit on fait les foufous. On avait dit parce qu'on devait vous présenter notre. Je vous invite à aller voir la dernière critique pour Ant-Man. Tout à fait. The Wasp. Tout à fait. C'est là que nous avons dit que nous allions faire une petite critique pour Mission Impossible. Et comme on n'a pas le temps de monter en plus, tu m'avais dit. On le fait en direct. Voilà, on vous dit moi tout. Je travaille. On vous dit tout. Toute notre vie privée, c'est très intéressant. Superbe. Voilà. Et alors. Pour une fois, on n'est pas d'accord. Et pour une fois, on n'est pas d'accord. Et c'est ça que tu voulais. C'est ça que tu voulais. Voilà. J'aime bien les débats. Est-ce que dernière question subsidiaire, est-ce que tu crois qu'il y aura un autre Mission Impossible et avec Tom Cruise? J'en suis certain. Sérieux? Bien sûr. Non, il est bien, parce que... Il va avoir 58 piges, le mec. Ouais, mais alors... Dans 2 ans, il a 58 piges. Ils tourneront pas avant 2 ans. Moi, je dis qu'ils vont faire. Et comme je le disais en aparté... Rendez-vous bientôt. Je suis persuadé, comme c'est Hollywood, on les connaît, ils sont fourbes comme des loutres. Pas faux. Je suis persuadé qu'ils vont faire un Ellen Hunt, donc ils vont faire un Ellen Hunt. Un Ellen Hunt. Ellen Hunt, c'est une actrice. Ethan Hunt. Ouais. Dans un Mission Impossible. Ouais. Dans quelques années, ils vont faire un remake ou ils vont rebooter. Mais avec, on reprend le personnage de Ethan Hunt vieux, Phelps, qui devient Phelps, c'est ça. Je suis persuadé. Et alors, s'il les trahit, là, ils refont. Non, il va pas être trahi, parce que c'est Tom Cruise, C'est Tom Cruise. Tom Cruise, il sauve le monde. On nous l'a dit à la fin du film. On nous le dit pendant 3 minutes, insupportable pour moi. C'est le frère de Penelope Cruz. Mon Dieu, il sauve le monde. On a besoin de Tom Cruise. C'est en direct, c'est vrai, j'ai oublié qu'on va couper. Super blague. Dormez bien, hydratez-vous, il fait chaud, c'est l'été. Au revoir.